Le pétrole, par exemple, et la façon dont notre civilisation dépend des hydrocarbures. Tu vois la façon dont les hydrocarbures ont changé les villes, la place qu'on laisse aux automobiles, les emplois qui ont été créés dans la filière automobile, dans les filières hydrocarbures, les plastiques, etc. Ça, c'est sur le baril de pétrole, le baril d'hydrocarbures, le gaz naturel et le pétrole. Maintenant, pensons au baril de connaissance. Je pense qu'on est rentré dans l'âge de la connaissance. Tu as eu l'âge de pierre, l'âge de la pierre polie, le néolithique, bronze, cuivre, enfin cuivre, bronze, fer. Ensuite, tu as eu l'âge du carbone et puis l'âge du carbone 2 avec les hydrocarbures actuels. Et aujourd'hui, on rentre dans l'âge de la connaissance. Or, la nature, c'est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Il n'y a pas de gisement de connaissances plus abondant que la nature. Il n'y a aucune structure dans le monde connu qui ait accumulé davantage de connaissances, et on peut même appeler ça en un sens de la connaissance fossile, puisque c'est de la connaissance accumulée par des générations d'évolution pendant 4 milliards d'années, dans l'état actuel de nos connaissances, la vie sur Terre a 4 milliards d'années, eh bien, ces barils de connaissances fossiles valent, enfin, c'est sans commune mesure avec ce que peuvent valoir les barils de pétrole. Or, regarde comment le pétrole a transformé le paysage du Golfe, par exemple, Dubaï, les emplois que ça a créés, les gratte-ciels que ça a fait émerger du sol. Et ça, c'était quelques barils d'hydrocarbures. Eh bien, regarde maintenant ce que les barils de connaissances peuvent faire. La Silicon Valley est un très bel exemple, c'est la capitale mondiale des savoirs. Et en tant que capitale mondiale des savoirs, elle est aussi le plus haut lieu de création de prospérité sur Terre. Eh bien, la prospérité issue de la connaissance, on va la trouver maintenant en tout lieu, puisqu'il existe de la biodiversité partout sur Terre. Et donc, le biomimétisme est la science qui nous dit la nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. J'ai donc créé cette fondation en Suisse, Bioniria, précisément pour alerter les chefs d'État, mais alerter c'est peut-être pas le bon mot, pour prévenir les chefs d'État, pour les informer plutôt, de cette bonne nouvelle qui est que la biodiversité représente du PIB, que bientôt il n'y aura plus à choisir entre prospérité et nature. En fait, pour conclure, la civilisation mondiale, elle est restée coincée dans l'idée que nature ou emploi, il faut choisir. Tu ne peux pas avoir les deux. Là où il y a de la prospérité, là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Là où il y a des richesses, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et là où il y a de la nature, il n'y a pas de richesse, c'est la campagne. Eh bien, cette opposition, elle va être terminée par le biomimétisme. Et c'est pour ça que c'est une révolution majeure. Il ne faut pas se le cacher, on est rentré dans le 21e siècle avec une école du 19e. Tu compares la structure des écoles fin 19e avec la structure des écoles aujourd'hui, tu vois quasiment la même structure, les mêmes bureaux, les mêmes organisations, les mêmes tableaux. Les automobiles ont évolué, les aéroplanes ont évolué, l'informatique a évolué. Les écoles, non. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur un marché captif qui est obligé d'y aller. Et donc, du coup, elles ne se sont pas battues pour capter l'attention humaine. L'attention humaine, c'est l'objet le plus essentiel de l'éducation, de l'apprentissage. Si tu veux apprendre quelque chose, tu dois payer de l'attention. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'en anglais, on dise « pay attention », parce que l'attention, ça se paye, ça vaut de l'argent. Au début, l'école était compétitive pour capter l'attention. Quand un gamin avait le choix entre emballer des bottes de foin ou aller entendre la vie de Jules César, le calcul était vite fait, l'école était compétitive, c'est les parents qui ne voulaient pas laisser leurs enfants aller à l'école. Et la loi, dans le cas français par exemple, de l'instruction publique obligatoire avec Jules Ferry, a été passée précisément pour forcer les parents à laisser leurs enfants aller à l'école. Sauf qu'entre-temps, il y a eu les journaux, il y a eu la radio, il y a eu la télé, il y a eu le cinéma, les médias de masse, Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, et que automatiquement l'école n'était plus compétitive pour capter l'attention, parce qu'elle ne s'est pas battue. Donc la seule raison pour laquelle l'école est à côté de la plaque en matière attentionnelle, c'est parce qu'elle ne se bat pas pour capter les parts d'attention. Il faut vraiment admettre ça, que l'humanité s'occupe plus facilement de ses pieds que de son cerveau, parce que nos pieds, on les sent, on les voit. Quand notre cerveau a mal, on ne le sent pas forcément. Et donc, il faut savoir que du temps de Napoléon, l'idée même d'avoir des chaussures ergonomiques était étrangère. Une chaussure, eh bien, il n'y avait qu'un seul pied. Donc tu avais une paire du même modèle, de la même chaussure, et les soldats de Napoléon, quand ils ont marché par exemple sur la Belgique au déclin de Napoléon, ils avaient les mêmes chaussures aux deux pieds. Et s'ils avaient demandé d'avoir un pied droit et un pied gauche, ça aurait été une sorte de caprice de star complètement ridicule. Aujourd'hui, l'humanité a évolué, elle est consciente du fait que l'ergonomie du pied est importante et qu'il faut des chaussures qui soient à la forme du pied d'un humain. Si j'allais voir un cordonnier et qu'il me disait « ce n'est pas à ma chaussure de se faire à ton pied, mais c'est à ton pied de se faire à ma chaussure », eh ben je lui répondrais « tu es un abruti, un incapable qui ne connaît pas son métier et je vais aller voir un autre cordonnier ». Eh bien c'est pareil pour le cerveau. Un cordonnier du cerveau qui prétend habiller ton cerveau. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à un entretien d'embauche sans un cerveau habillé, t'es foutu.
On vit dans une société où notre cerveau doit être habillé. Eh bien, quelqu'un qui prétend habiller ton cerveau en te disant « c'est à ton cerveau de se faire à la forme de mon vêtement », c'est un idiot. De la même façon que les corsets torturaient les femmes ou que les Chinois torturaient les pieds des femmes pour les faire rentrer dans un idéal de beauté complètement idiot. Eh bien, quelqu'un qui prétend habiller ton cerveau et qui dit « on va partir du principe que ce n'est pas à moi d'être le tailleur de ton cerveau, mais que c'est à ton cerveau d'être à la forme de mon habit », eh bien, ce type est un incapable et un idiot et il faut fuir ses constructions et ses productions de vêtements. Simplement, on n'est pas conscient de notre propre cerveau, alors qu'on est conscient de nos pieds. Petit à petit, avant on tolérait des choses pour nos pieds qu'on ne tolère plus aujourd'hui, on tolère des choses pour notre cerveau aujourd'hui qu'on ne tolérera plus demain. Cubitus a changé ma vie, c'est une réalité. Cubitus m'a emmené en Silicon Valley. Quand j'avais 6 ans, ma mère, juste au début que j'apprenais à lire et à écrire, ma mère me lisait des épisodes de Cubitus et il y en avait un qui m'a particulièrement marqué qui s'appelle Pâte Salade. Et dans Cubitus Pâte Salade, eh bien, il y a un petit robot qui a été fabriqué par un petit génie qui part en Silicon Valley. Et donc Cubitus montre une carte de la Silicon Valley et c'est resté imprimé dans ma mémoire. Et puis quand des années plus tard, très exactement 12 ans plus tard, 13 ans plus tard, je candidate à des facs américaines, j'envoie 60 emails à 60 facs différentes. Et ce qui est marrant, c'est que je leur dis en gros, bon, Normal Sup, c'est déprimant, c'est une cage intellectuelle, je veux partir d'ici le plus vite possible. S'il vous plaît, aidez-moi à m'échapper de cette prison qui s'appelle Normal Sup. Eh bien, les petites universités disent non et les grandes universités disent oui. Dans les grandes universités, il y en a 2 qui répondent tout de suite, Princeton. Et à Princeton, c'est pas n'importe qui répond. Pour la petite histoire, c'est Andrew Wiles. Andrew Wiles, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. C'est le type qui a démontré le théorème de Fermat. Andrew Wiles me répond, Stanford me répond. Et là, je demande où c'est, parce que je ne savais pas du tout où était Stanford, où était Princeton. Et Stanford répond, eh bien, c'est dans la Silicon Valley. Alors là, téling, tout de suite, mais Cubitus, mon Dieu, mon rêve. Et ma décision a été prise sur cette base-là, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que là, vraiment, ce qui a pesé dans la balance, c'était donc cette excellente bande dessinée de Luc Dupanloup, alias Dupas, Cubitus, qui a marqué toute ma jeunesse et qui a marqué aussi mon intérêt pour les neurosciences, puisque c'est un autre épisode de Cubitus qui s'appelle La corrida des hippopotames casqués qui m'a introduit aux neurosciences dans le sens où cet épisode est basé sur les travaux très réels qui sont les travaux de Delgado qui avait étudié la façon dont avec un implant on pouvait empêcher un taureau à la corrida de charger. C'est dans les années 60, 66 si ma mémoire est bonne. Et bien Delgado avait présenté au monde un robot implanté avec un dispositif où on appuyait sur une télécommande et hop, il s'arrêtait de charger. Et donc Dupas avait été tellement inspiré par ça qu'il avait imaginé une corrida d'hippopotames casqués qui était programmable par télécommande. Comme quoi il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact que la bande dessinée. Après tout, on parle aussi bien de l'impact de Tintin sur l'histoire de la Lune. Eh bien, je peux parler moi de l'impact de Cubitus sur ma vie.